Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous réalisez depuis plusieurs décennies un parcours long dans un circuit court. Vous avez démontré que le spectacle peut être une petite famille avec une grande fille dont vous pouvez être très fier. Bonjour Marca. Bonjour. Alors c'est vrai que on vous connaît peu en France. Il y a des tas de choses. Vous avez fait des tas de succès, même jusqu'en Asie d'ailleurs. Oui. Et puis là, vous sortez un nouvel album, donc c'est l'occasion d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Votre parcours en Belgique, en France et ailleurs. C'est le principe des clés d'une vie. Avec plaisir. Alors on va commencer par une date qui est le 20 décembre 1997. Ce sont vos débuts à Paris au Sentier des Halles. Premier concert, vous vous souvenez? Oui, très bien. J'avais préparé une reprise de la chanson de Caroline, la chanson d'MC Solar. Tout à fait. Parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer Claude au Francofolie de Spa. Il était de passage et la raison pour laquelle j'avais demandé à lui parler, c'est d'abord j'étais fan de son premier album et puis j'avais l'intention de, comme je savais qu'il était fan de ma chanson Accouplée, qui passait pas mal en radio à l'époque, je me sentais assez fort que pour aller lui parler. Et puis on est devenus potes et puis j'ai dit voilà, j'aimerais bien reprendre ta chanson Caroline. Il m'a dit avec toute l'intelligence qui le caractérise il m'a dit si tu le fais, je suis sûr que ce sera bien, très très sympa et on est devenus potes. On se voit encore et puis aujourd'hui, juste pour votre info, sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle Reine et Roi, oui, et qui n'est jamais que la suite de l'histoire de Caroline. On va en parler tout à l'heure. On va l'écouter, d'ailleurs un extrait. Alors, il faut savoir que le Sentier des Halles à l'époque, c'est une salle qui est ouverte en 1982 et c'est une toute petite salle dans Paris où ont débuté Morane, oui, les Têtes Raides, Arthur H, Mano Solo et Linda Lemay. Oui. Et vous aussi. Et moi aussi. C'était une salle idéale pour les jeunes artistes. C'est une salle qui se trouvait rue d'Aboukir, oui, qui était dans une cave voûtée. Ça n'avait l'air de rien parce qu'on descendait par un escalier, on savait pas très bien où on arrivait. Mais elle était teintée d'une âme. Et puis surtout, il y avait une dame qui s'appelle Nicole Magasson, oui, Londex, qui s'en occupait et qui était vraiment une dame avec laquelle j'ai encore des contacts aujourd'hui, qui était une amoureuse des artistes et qui se pliait vraiment littéralement en 4 voire en 1000 pour faire que le séjour, parce que quand on venait au Sentier des Halles, on venait pour 15 jours ou 3 semaines, se passait bien et pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de s'installer. Un peu comme dans votre émission finalement. On a le temps de s'installer et on a le temps de montrer qui on est. Voilà. Et le Sentier des Halles, au départ, c'est elle qui avait trouvé cette cave abandonnée et l'avait transformée en salle de spectacle. Okay. Et ça a marché pendant des années. Alors il se trouve aussi que il y avait effectivement un peu de public, mais je suis pas sûr que les dirigeants de maisons de disques venaient vous voir. J'avais la chance de déjà être signé à ce moment-là, oui, donc ils sont venus. Je me rappelle que même le big boss de Columbia à l'époque était venu avec sa femme. Et donc non, détrompez-vous, il y en a qui se déplaçaient. Oui, c'est un miracle parce qu'en général, les maisons de disques, quand il y a un jeune artiste, en plus belge, qui arrive, il faut savoir s'il est rentable ou non. Et au départ, vous avez été jugé peu rentable pour la France, Marca. Probablement. Oui, mais vous savez, moi je fais pas de la musique pour la rentabilité, je fais de la musique pour me faire plaisir et je pars du principe que dès le moment où je me fais plaisir, j'arriverai probablement à faire plaisir à ceux qui sont en face de moi. Exactement, et toujours en indépendance, ce qui est votre caractéristique. Alors, vous êtes né à Boitsfort, dans la banlieue de Bruxelles. Il faut savoir que quelqu'un de très célèbre a vécu à Boitsfort entre 1939 et 1953, c'est Hergé. Okay. Hergé habitait là. Pendant la guerre, les Allemands, la police venait le chercher pour l'arrêter. Ils disaient on cherche monsieur Georges Rémy, mais c'est pas moi, je suis Hergé. Et puis c'est là où Raymond Leblanc l'a trouvé un jour. Elle lui a dit on va faire le journal Tintin. Et il a réussi à blanchir Hergé et à créer cet hebdomadaire qui a été l'hebdomadaire des 7 à 77 ans. Ok. Je l'ignorais. Alors il se trouve que y a en Belgique un problème, c'est les Wallons et les Flamands. Oh, il y a les Allemands aussi, hein. Oui. On parle 3 langues en Belgique. Mais entre les Wallons et les Flamands, presque Boitsfort, c'est à la fois un côté wallon et un côté flamand. C'était pas simple au départ. Non, en fait, moi à cette époque, moi je suis originaire de Molenbeek, qui est tristement connu. Mais qui à l'époque était un endroit très calme. Oui, qui est un endroit très calme, qui est encore calme aussi aujourd'hui. Mais les mamans allaient accoucher de l'autre côté de la ville parce qu'il y avait un hôpital, on va dire une clinique du Parti socialiste et que donc comme mes parents étaient affiliés à la mutualité socialiste, on allait accoucher à Boitsfort, ce qui faisait de nous des gens chics le temps d'une soirée, le temps de naître. Alors au départ vous vous prénommez Serge Van Laken. Oui. Marca c'est venu je crois d'un t-shirt au départ. Tout à fait.
Qu'est-ce qui c'est assez Alors particulier. ma maman travaillait pour un grossiste en salaison. C'est pas du tout glamour, ce que je vais vous raconter. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Et parlons vrai sur ce drame. Alors là, on part vrai. Je peux vous dire que j'avais reçu un t-shirt à l'effigie d'une saucisse, un saucisson qui s'appelle Marcassou. Et j'étais allé sonner chez un copain pour lui remettre un instrument, mais c'est son frère qui a ouvert la porte, qui faisait aussi partie du groupe de mon copain. Mais quand il ne me connaissait pas, quand il a expliqué à son frère, tiens, il y a un gars qui est venu déposer une guitare, Marcassou. Il a repris le nom qu'il avait eu sur le t-shirt. Et à partir de là, on m'a appelé Marcassou. Puis c'est devenu Marca. C'est un petit peu comme si j'avais porté un t-shirt à l'effigie de Justin Bridou et qu'aujourd'hui je m'appellerais Brida. Voilà. Bon, c'est Marca. Marca, alors vous avez été élevé surtout par vos grands-parents. Tout à fait. Plutôt que par vos parents, je crois. Oui, parce que, disons qu'à la maison, il n'y avait pas une ambiance géniale. D'ailleurs, j'en parle dans le disque. Oui. Et si le disque s'appelle aujourd'hui Appelez-moi Serge, c'est aussi parce que c'est justement le petit enfant dont vous parlez, qui a été élevé par ses grands-parents, qui aujourd'hui, à près de 64 ans, raconte un peu son parcours, on va dire un peu chaotique au sein d'une famille qui était vraiment chaotique. Voilà. Oui, et je crois que vos grands-parents, Marca, n'avaient pas confiance dans votre père. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais ils avaient raison aussi, parce que mon père était vraiment un être particulier. Voilà. Et d'ailleurs, je crois, et on peut le dire, que vous êtes né d'un heureux accident. Je suis né d'un heureux accident. Et vous savez, ce qui est très drôle, c'est que nous sommes ici à Paris et que le père de mon père a eu une histoire parisienne aussi. Ah bon? Parce que le père de mon père était pickpocket. Et il faisait toutes sortes de métiers. Entre autres, il travaillait dans un cirque. Ce cirque belge était de passage à Paris. Et vous savez, les journées sont longues. Donc, il était dans une troupe de gens qui font une planche comme ça qu'on met sur un rondin. Ouais. Il y en a un qui se met une extrémité, l'autre qui saute et qui fait des acrobaties. Ouais. Et il y en a un qui les rattrape. Ouais. Mon grand-père était celui qui les rattrapait. Toute cette troupe, pendant la journée, quand il n'avait pas de travail, il les emmenait et il leur apprenait à comment voler dans le métro. Oui. Il s'est fait choper et on a retrouvé ça dans la presse belge après. Henri Van Laken s'est fait choper sur le métro à hauteur de Barbès. Et donc, mon grand-père était pickpocket chez vous alors qu'il était déjà en Belgique. Il a passé l'essentiel de sa vie en tôle, en gros. Voilà. Mais vous avez volé des bonbons aux étalages. Oui, si vous le dites, je ne m'en rappelle même pas. Mais si, vous disiez que c'était des emprunts à durée indéterminée. Ah oui. Oui, c'est ça. Des bonbons. Ouais, j'ai dû en piquer 4, quoi. Voilà, oui. En même temps, la Belgique, c'est le pays du chocolat. Moi, je me souviens de la gare du Midi à une époque où il y avait le chocolat Côte d'Or. On arrivait, il y avait l'odeur du chocolat. L'odeur du chocolat, fantastique. C'était extraordinaire. Ouais, c'était extraordinaire, ouais. Alors, il se trouve aussi que votre mère, je crois, ont travaillé un petit peu aussi, mais surtout, vous la considérez comme une sœur plutôt que comme une mère, Marca. Oui, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents et que mes parents, je les voyais le week-end, mais j'allais pas vraiment avec beaucoup de plaisir chez eux parce qu'il y avait une ambiance qui était pas très cool. Donc, pour moi, c'était comme une grande sœur qui venait me chercher et mon père, c'était un grand frère. En plus, mon père était pas très très sérieux, donc il me faisait rire. Et c'était presque comme un pote ou un grand frère, oui, en effet. Et votre vraie passion, c'était le football déjà? Oui, le football et puis le cyclisme. Oui. Parce que je ne vais pas avec des Français parler de football parce que là, je vais en prendre plein la poire. Pourquoi? Les Belges, on se fait chaque fois battre par les Français. Par contre, si vous me le permettez, je vais revenir sur Eddy Merckx, bien sûr, qui durant les années 60 était le plus fort du monde et il est toujours aujourd'hui à nos yeux. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec Eddy comme père de substitution, je dirais. Bien sûr, mais le football en même temps, il faut savoir que le football, la Belgique était un des premiers pays du continent à organiser un championnat national en 1895. Ah vous me l'apprenez. Et oui, c'était le pays du football. Et le nombre de spectateurs, proportionnellement par rapport au nombre d'habitants, est très grand en Belgique. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, tout à et fait. Vous avez fait partie, je crois, d'un club ou supporter du Racing White Daring de Molenbeek. Tout à fait, je suis toujours supporter de ce club. Et je peux rajouter une petite chose, c'est qu'aujourd'hui encore, je suis coach d'une équipe de jeunes. Oui. C'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, les vendredis après-midi, je les entraîne. Ce sont des U11, donc des garçons de 10 ans. Il y a même des filles qui jouent avec nous. Et nous avons match le samedi matin. Et donc, je fais ça toutes les semaines. Et ça me fait un bien fou d'être en contact avec des jeunes gens. Et je crois que dans cette équipe, il y a un problème de matricule qui est pas très clair avec le RWDM. Oui. Ah oui. Disons on n'a pas ça en France. Vous n'avez pas les matricules? Non. Ah ok, ouais, non, on doit racheter des matricules. Oui, enfin
c'est pas très important. Bon, ce qui est plus important, c'est vraiment vos débuts dans la chanson. Et vous avez commencé comme road movie, Rudy, je crois, exactement. Oui, tout à fait. Ce qui vous a donné envie de faire de la musique. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé d'école. Je suis passé de l'Athénée Léon Lepage à l'Institut Léon Lepage, qui était dans le même bâtiment à Bruxelles. Et dans l'Institut, il y avait des punks. J'avais peur de rentrer dans la classe des punks. Nous étions en 1978, il me faisait peur. Et je suis naturellement arrivé dans la classe des punks. Et ce sont ces gars-là qui après m'ont appelé Marcasso. Ce sont ces gars-là avec qui j'ai découvert la possibilité pour des jeunes gens de 17-18 ans de rentrer dans des groupes. Et plutôt que de m'acheter une guitare d'abord, j'ai porté le matériel pour eux, j'ai appris à accorder les guitares, à monter la batterie, la démonter et tout. Et puis naturellement, j'ai voulu faire comme eux, c'était mes grands frères. J'ai commencé à jouer de la basse. Et 3 ans après, je me suis retrouvé dans un groupe dont vous parlerez peut-être, qui s'appelle Allez Allez. Justement, on a une chanson. C'est un groupe fondateur du punk, je crois, en Belgique. C'est un groupe fondateur de, pas du punk, mais de la, comment dire, ce qu'on appelait à l'époque le funk blanc. C'était juste après le punk. Oui. Et c'est chouette que vous ayez choisi cette chanson-là parce que la basse, c'est moi qui tiens la basse dans le morceau. Oui. Et il n'y a rien de plus joli. D'abord, il y a tous les souvenirs qui sont liés à mes 20 ans et qui ont fait qu'on a eu énormément de succès. On a joué en Belgique, en France, en Hollande, en Angleterre. On a été signé chez Virgin et tout ça. C'était une expérience. Vous savez que j'ai eu une société en Angleterre, moi. J'avais le même avocat que les Sex Pistols. Oh, ça fait chic. Et que Police. C'est beau quand même. Hein, ça valait la peine que je vienne pour vous raconter ça. Voilà. Et la société s'appelait Jewel Snow. Et donc voilà, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que ce sont des magnifiques souvenirs, mais il y a aussi, un jour j'ai rencontré un gars technicien de télé qui me dit tiens, je joue de la basse et j'ai appris la basse grâce à African Queen, grâce à la basse et ça c'est magnifique quand on te dit ça. Alors il y a eu d'autres dates importantes dans votre parcours et il y en a une que je vais évoquer avec vous dans quelques instants, c'est le 19 juillet 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Marca. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marca, nous parlerons tout à l'heure de ce nouvel album Appelez-moi Serge. On en revient à votre parcours qui a commencé en Belgique, un petit peu par hasard dans la musique. Et j'ai trouvé une date le 19 juillet 2000. Ce jour-là, c'est le début des Francopholies de Spa avec un hymne dont vous êtes le compositeur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, avant que les Francopholies n'existent en Belgique, elles existaient déjà depuis quelque temps en France, j'avais été jouer à Spa. Et il se fait que le gars qui avait organisé mon concert dans les années 90, 91, un truc comme ça, a formé les Francopholies de Spa plus tard. Et c'est lui, Charles Gardier, un des 2 patrons des Francopholies, qui m'a dit « Est-ce que tu ne voudrais pas faire un hymne ?» Et donc, je leur ai fait l'hymne des Francopholies de Spa. Et qui est d'ailleurs, je crois, le point de départ de chacun de vos concerts aujourd'hui. Oh non, mais qui est le point de départ de tous les concerts aux Francopholies, en tout cas. Ouais. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un aussi qui a composé un hymne, bon, on l'a un peu oublié, c'est l'hymne des Jeux Olympiques de Grenoble de 68, qui a été entendu dans le monde entier, c'est Michel Fugain qui l'a fait, comme ça, il avait un copain dedans, il débutait, et il a composé avec une chanteuse l'hymne des Jeux Olympiques, comme quoi ça peut marcher. Et il se trouve que ces Francopholies de Spa, bon, c'est la suite de celle de Jean-Louis Foulquier, tout à fait. Et qui ont marché, et ça a tellement marché que tout le monde vient aux Francopholies de Spa. Ah oui, c'était un festival notoire, surtout du côté francophone, parce que vous savez, chez nous, il y a la moitié du pays qui parle une langue qui est le flamand et qui n'écoute pas spécialement les artistes du côté francophone, mais du côté francophone, les francopholies, c'est énorme. C'est le lieu, en effet, où tout le monde se croise aujourd'hui. Voilà, et je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu vous voir lors d'une répétition avec qui vous étiez amis, c'est Annie Cordy. En fait, j'ai appelé Annie Cordy pour voir si elle voulait bien chanter avec moi lors d'une soirée de 2004, je crois. Oui. Et cette soirée, en fait, était... je n'invitais que des femmes sur scène. Et Annie Cordy ne me connaissait pas, mais elle a accepté. Je peux vous raconter comment ça s'est passé. Oui. J'avais pris le Thalys pour la rejoindre à Paris, faire sa connaissance. Je suis arrivé à 10h chez elle, précise, parce qu'elle était d'une précision... incroyable. Je suis arrivé chez elle, elle avait un petit Walkman, elle écoutait ma chanson qu'elle découvrait
Elle s'est présentée à moi et elle était habillée tout en training, en survêtement gris comme ça, vous voyez. Elle avait déjà, je crois, 76 ans. C'est important pour ce que je vais vous raconter après. Et puis elle m'a dit, voilà, j'aime bien votre chanson et tout. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous bougez sur scène? J'ai dit oui, je bouge un peu, je danse. Montrez-moi. Et je me suis retrouvé à 10h05 du matin, tout seul avec ma guitare, à danser dans l'appartement d'Annie Cordy. On a échangé 2-3 choses. Elle m'a dit, ben voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un medley de Tata Yo-Yo et Chaud Cacao, ce que j'ai naturellement accepté avec beaucoup de plaisir. Et puis, elle s'est assise dans son fauteuil. Elle a pris sa jambe qu'elle a tendue et qu'elle a ramenée sur son visage parce qu'elle faisait des étirements. Il était 10h30. Elle m'a dit, je vais vous mettre dehors maintenant parce que j'ai une longue journée devant moi. Elle devait partir en concert. Et donc, je me suis retrouvé à 10h35 sur le pas de la porte. Et la fois d'après où je l'ai vue, c'était au Francophonie de Spa. Et je peux encore rajouter une petite chose. Oui. Sur le moment, toutes les femmes sont montées sur scène les unes après les autres, entre autres ma fille, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est son premier concert avec son papa sur la scène des Francopholies. Mais quand Annie Cordy est montée sur scène, je tenais bien le truc. La scène, c'est mon truc, quoi. J'adore ça. Mais là, j'ai eu l'impression, une fois, de piloter un F-16. Parce que les gens sont devenus dingues et je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, quoi. Ben, c'était simplement la furie qui montait sur scène et qui, à 76 ans, a mis le feu aux Francopholies. De toute façon, elle ne vivait que pour la scène. Elle m'a expliqué un jour que si elle tenait autant sur scène, c'est qu'elle avait un cœur qui battait très lentement. Parce qu'il a beaucoup aidé dans ses tournées. Elle partait en tournée, dans la voiture, elle tricotait, et puis après, elle se déchaînait sur scène. Ouais. Le cœur qui bat lentement, c'est Comédie Merckx. Exactement, c'est le même combat. Encore une spécialité belge de talent. Alors, il se trouve qu'il y a eu Annie Cordy et Francophonie, et puis il y a eu d'autres choses avant. Il y a eu un groupe qui s'appelait Bla Bla Bla. Oui, ça c'était une blague. C'était une blague. C'est à l'époque les débuts du rap. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Beastie Boys. Oui. Et on s'est dit pourquoi pas faire un Beastie Boys en français. Et donc voilà, avec des potes, on a enregistré une chanson. C'était vraiment sans aucune prétention. Et voilà, on a sorti un single qui a été distribué en France par je ne sais plus quoi. Je sais qu'on a fait un plateau télé ici chez vous. Mais bon, c'était plus une blague qu'autre chose. Oui, mais la chanson, quand on l'écoute, elle en rappelle une autre. Tu parles trop, j'entends du bien sûr, matin. Bien sûr. Car c'est exactement Tu parles trop des chaussettes noires. C'est tout à fait, en tout cas, cette phrase-là que le parolier qui s'appelle Riton Liebman, et avec qui je travaille toujours aujourd'hui, avait écrite. Oui, c'était une référence à cette chanson-là des chaussettes noires. Et vous savez que les chaussettes noires, Eddie Mitchell a appris que ça s'appelait ainsi sur scène lorsqu'il a vu le 45 tours. C'était un accord entre Eddie Barclay et Jean Prouveau qui fabriquaient des chaussettes noires à Roubaix, les grandes lainières. Oui. Et c'est né comme ça. C'est magnifique. Alors justement, Riton Liebman, qu'on a reçu voici quelques mois pour son livre, ça a été un personnage incroyable. D'abord, il a débuté avec Bertrand Blier, il nous l'a raconté dans Préparer vos mouchoirs. Et vous avez fait même des bandes originales de films. Notamment celle de Gérard Mordillat. Oui, tout à fait. En fait, Riton travaillait comme comédien dans ce film. Et à l'époque, nous enregistrions pour lui une chanson reggae qui s'appelait Mon lit, ma couette, mon matelas et mes draps. Et que Riton chantait à tue-tête. Toujours est-il que le réalisateur Gérard Mordillat lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu placerais pas cette chanson dans le film ?» Frangin. Ouais, mon cher Frangin. Et en fait, on s'est retrouvé face à un petit souci, c'est que le film se passait, je crois, en 1957 et que le reggae n'était pas encore arrivé en Europe. Donc on a décidé d'en faire une version rock'n'roll, rockabilly, et qui n'a existé que pour ce film. Ouais, tout à fait. Riton Liebman a également travaillé sur vos albums, sur vos premiers 45 tours. Tout à fait. En fait, Riton, avec qui je jouais au foot le dimanche après-midi, et avec qui j'avais écrit la chanson Mon lit, ma couette et mon matelas et mes draps, un jour m'a écrit une chanson qui s'appelle Reviens. Le refrain est assez particulier, mais marchait très bien, en tout cas quand je la chantais en live. C'est « Reviens, je ne te ferai rien, c'est promis, je te jure. Demain, si t'es pas là, je te casse la figure. » C'était à prendre au second degré, naturellement, ce que les radios n'ont pas fait. Et quand le morceau est sorti, ça n'a pas marché du tout. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que ce morceau-là, je l'avais chanté à l'anniversaire de Gilles Verland, qui est un journaliste belge qui a fait carrière en France, qui n'est plus là aujourd'hui. J'avais été remarqué par le patron de Play It Again Sam, Pias, qui s'appelle Kenny Gates. Et Kenny Gates m'avait dit, on va en faire un 45 tours. J'ai fait un album et c'est Kenny Gates qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir chanteur, comme je le suis encore aujourd'hui, Marca. Et ce qui est très drôle,
c'est que après ça, j'ai été signé sur plein d'autres labels et tout ça, mais que le dernier album dont nous allons parler tout à l'heure, Appelez-moi Serge, se retrouve de nouveau chez Kenny Gates. Parce que quand je l'ai appelé au mois de septembre, je lui ai dit, tu te rappelles, tu as signé mon premier album, est-ce que tu n'as pas envie de signer mon dernier ? Puis il a éclaté de rire, il m'a dit oui, on va trouver quelque chose. Et voilà, je suis distribué chez Intégral grâce à Kenny Gates. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a compté aussi pour vous, c'est Jacques Duvall, qu'on connaît pour avoir été notamment le parolier de Lio. Tout à fait. Jacques Duvall m'a écrit une chanson au minimum par album. Et au début, dans le contrat qu'on avait ensemble, normalement, il ne pouvait écrire que des chansons avec des prénoms. C'est pour ça que sur le premier album, il m'a écrit Elisabeth et une autre chanson qui s'appelle Désirée. Désiré sans arrêt, dénigré, moi qui t'aime, désiré, tu peux pas désister, t'es ingrat. Désiré, le grand son désiré, quel son désiré, je ferais bien débuter ton chemin. Personnage étonnant. Ce qui est étonnant avec la Belgique, c'est qu'il y a très peu d'auteurs-compositeurs, beaucoup moins qu'en France. Jacques Duvall, il a travaillé pour tout le monde et il est très connu, mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres Jacques Duvall. Depuis lors, on a quand même eu Stromae. Oui, ça fait un. Il y a... C'est un petit pays. C'est un petit pays, oui, mais rappelez-vous que si nous sommes 10 ou 11 millions, là-dedans, il faut déjà enlever 6 à 7 millions de Flamands. D'accord. Donc, nous ne sommes plus que 4 millions. Donc, ça fait très peu au ratio, c'est normal qu'on ait moins d'auteurs-compositeurs que vous. En tout cas, ces albums vous ont permis d'aller au-delà de la Belgique. Vous avez été jusqu'en Allemagne, vous avez été à Sofia, en Bulgarie. Enfin, c'est assez particulier, il faut le faire. Ouais, j'ai fait les Francopholies de Sofia, j'ai joué au Japon, en Chine, j'ai joué au Vietnam, j'ai joué aux États-Unis, au Canada, à Cuba, au Sierra Leone, au Sénégal. Mais comment c'est venu tout ça ? Toutes les occasions qu'on me propose, je les prends. Je pars du principe que c'est des pays où je n'aurais pas été normalement. J'aurais peut-être même pas pu me payer les voyages. Le Japon, ça coûte cher. Oui. Mais j'ai eu une occasion qui s'est présentée et j'ai dit oui. Et quand je dis oui, c'est sans tenir compte du fait que je vais aller là-bas et que, naturellement, de un, je ne suis pas connu et de deux, je vais rien gagner. Mais j'y vais pour le plaisir. Et vous gagnez à être connu ensuite. Et je gagne à être connu, voilà. Et puis après, je commence à chanter en japonais. Et puis je fais des émissions à la télé japonaise. Et puis petit à petit, il y a des choses qui se passent. Faut profiter de tous les moments pour... Ce métier, moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. Surtout le métier de la scène. C'est ce que j'adore le plus. Donc, finalement, si vous vous rendez compte que si vous êtes capable de faire passer des sentiments ou des choses, on n'a pas besoin spécialement de comprendre les paroles. Vous savez, qui connaît les paroles des chansons de Prince, par exemple, ou de Michael Jackson? On les aime tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui passe en plus des paroles, quoi. Et avec vous, il y a la scène, mais pas seulement. Et on va en parler avec une autre date, le 13 mars 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Marca. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marca pour ce nouvel album Appelez-moi Serge, un album intime qu'on va évoquer tout à l'heure. On a évoqué vos débuts, vos premiers concerts et le 13 mars 2020, j'ai trouvé un concert insolite. C'est le premier concert pré-confinement en live sur Facebook que vous donnez. Ah oui. Ça, vous n'avez pas attendu le confinement pour donner un concert pré-confinement. En fait, j'ai profité de en fait, il y a un chanteur français très connu, qui est le chanteur de Téléphone, qui m'avait inspiré cette manière de faire. Et je l'ai simplement reporté en Belgique au moment où nous étions obligés de rester à l'intérieur. Et donc, j'ai donné rendez-vous semaine après semaine le samedi vers 14h, je crois. J'avais des invités, mais des invités qui étaient parfois pas là, parce que je leur demandais de m'envoyer des bandes qu'ils enregistraient de chez eux. Je les passais sur des écrans, c'était un montage incroyable. Mais j'ai eu beaucoup de retours. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que j'étais étonné d'être le seul artiste belge à le faire. Et donc, du coup, tous les journaux étaient intéressés. Et donc, c'était relayé par la presse écrite, qui continue à travailler malgré tout. Et donc, ça a été un très gros... J'avais à peu près entre 12 et 15 000 personnes qui me suivaient par samedi, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Pour la Belgique, rappelons-le encore une fois. Et le reste du temps aussi, vous faisiez beaucoup de jardinage. Oui. Je suis le roi de la tomate. C'est-à-dire là, je viens de planter mes semences que je récolte de mes tomates de l'année d'avant.
parce que les semences de tomates ont une mémoire, et donc si on les soumet à des stress hydriques et tout ça, elles le retiennent et elles vont se renforcer pour la génération qui suit. Donc moi je garde mes tomates, j'enlève les semences, je viens de les planter, là elles vont grandir à l'intérieur. Quand il y aura les premiers frimas qui auront disparu, les derniers frimas qui auront disparu, je les mettrai dans le sol, je vais les suivre, puis j'en aurai plein au même moment et je serai obligé de faire du jus de tomate et des conserves de tomates. Oui, je vous plains, effectivement. Alors, il se trouve que bon, j'aurais dû vous en amener. Il y a ce côté légumes et il y a le côté grosses légumes, c'est-à-dire avec votre famille. D'abord, il y a votre femme, Laurence, qui a commencé comme humoriste, notamment dans la version, elle a été Miss Bricola dans une version des Nuls en Belgique. Tout à fait, qui s'appelait Les Snuls, qui était à mourir de rire, qui était très belge naturellement. Et ma femme campait un personnage qui ne parlait pas et qui secondait un professeur qui s'appelait le professeur Décodeur. Rapport au décodeur de Canal+ à l'époque. Et donc, elle s'est fait connaître du grand public grâce à ces 3 ou 4 années de télévision et ces rendez-vous qui étaient aussi chaque fois le samedi. Il y avait un rendez-vous de cette émission sur les télés de Canal+ Belgique. Et vous êtes retrouvé ensuite sur un spectacle musical qui s'appelait À nous deux. Oui, on a fait un spectacle à deux. On a travaillé 2 fois à 2 et c'était très chouette, mais nos enfants s'en plaignaient parce que visiblement quand les parents ont le même métier et qui travaillent le même projet, ils en parlent trop. Ah bon? Et donc les enfants à un moment nous ont fait comprendre qu'il valait peut-être mieux, on n'arrêtait pas de parler du spectacle et on leur parlait pas assez, on leur donnait pas assez de temps, je crois. Donc on a décidé de ne plus travailler ensemble. Il y avait un autre spectacle, Monsieur et Madame, je crois. Oui, c'est ça. Alors il y avait un jeu, vous savez, Monsieur et Madame ont un fils qui est un jeu où on... Je n'ai pas trop de souvenirs de ça. Voilà. Mais par contre, avec Monsieur et Madame, on a voyagé aussi, on a été joué au Japon, entre autres, parce qu'on avait fait une version d'une chanson en japonais. Voilà. Et Monsieur et Madame, en fait, c'est un jeu Monsieur et Madame ont un fils, et c'est un jeu de mots. Et la première à avoir fait ça en 1935 dans une chanson, c'est Joséphine Baker. D'accord. Et donc c'est quelque chose de très ancien. De très ancien, d'accord. Voilà. Alors justement, vos enfants, d'abord, je crois que vous avez rendu fou un officier d'état civil quand vous avez déclaré la naissance de votre fils Roméo, Marca. Ah ben oui, parce que j'étais très content de l'appeler Roméo. À l'époque, donc en 1992, j'ai toujours réfléchi parce que nous on dit 92. Je suis arrivé à la commune pour déclarer le nom de mon fils, c'était Roméo. Il y en avait très peu. Roméo Beckham n'était pas encore né, donc. Et puis surtout, ma femme et moi, on n'avait pas voulu le dire à nos proches parce qu'on avait très peur que les gens nous donnent mais tu vas quand même pas l'appeler Roméo et tout ça. Donc on avait gardé, on l'appelait secrètement entre nous, on l'appelait Kiki. Oui. Donc quand je suis arrivé là-bas. Je leur ai dit, voilà, Van Laken, comment est-ce qu'il s'appelle? Roméo. Et comme deuxième prénom, je lui ai dit Elvis. Alors, le mec m'a regardé. Puis je dis, mais c'est pas tout parce qu'il faudra aussi rajouter Johnny. Et c'était en référence à Johnny Hallyday, naturellement. Donc le type a écrit ça. Il était content parce qu'il y avait les 3 prénoms. J'ai dit, non, on va en rajouter un 4e. J'aimerais bien que vous indiquiez en plus Kiki. Et là, il n'en revenait pas, quoi. Il m'a regardé halluciné. Et puis, je lui ai dit K-I-K-I. Ce qui fait que c'est véridique. Si jamais mon fils vient ici, pouvait lui demander sa carte d'identité, il a écrit Kiki dessus. C'est extraordinaire. C'est beau, hein. Ouais. Et René Goscinny a essayé, lorsque sa fille Anne est née, c'était après mai 68, d'obtenir le prénom de Anne Barricade. Le fiscal d'état civil n'a jamais voulu. Alors, bien sûr, il y a votre fils et puis il y a la fierté de votre vie, bien sûr, votre fille. Cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, Angèle. Une Belge à Paris. Une Belge à Paris et pas n'importe quelle Belge parce que finalement, elle fait un parcours incroyable que vous n'auriez jamais imaginé, Marca. Mais bien sûr, mais vous me dites la fierté de ma vie. Mon fils fait partie de la fierté de ma vie aussi. Les deux aussi. Les deux. Et ce qui leur arrive est tout simplement incroyable. Et je ne peux que penser à la carrière que j'ai menée, qui a été une carrière, on va dire, pas toujours facile, en dents de scie, mais avec la volonté de vouloir absolument continuer mon métier envers et contre tout, je dirais. Et je crois que je l'aurais... Leur talent, c'est leur talent. J'y suis pour rien.
Mais je crois que je leur ai insufflé une envie de faire de ce métier parce que j'ai toujours été avec le sourire. Ils me voyaient partir jeudi, vendredi, samedi pour faire mes concerts et ils me voyaient revenir fatigué mais souriant. Donc je suppose qu'ils ont dû se dire c'est un chouette moyen de gagner sa vie. Donc voilà, je suppose que c'est ce que je leur ai légué. Maintenant, de voir que sa propre fille chante cette chanson-là et que dans le monde entier, on la découvre, c'est tout bonnement. C'est anormal même, je dirais. C'est anormal. C'est la plus grande visibilité de l'histoire en 1 minute sur l'application Shazam. Ouais, 1 milliard de vues. C'est fou. Mais comment vous expliquez ça? Je l'explique pas. Et franchement, il faut pas trop que j'y pense parce que quand je vois ce que moi je représente sur Shazam, ça va mourir de rire. Quoi. Donc, oui, mais en même parlons d'autre chose. Oui, non, mais moi, franchement, est-ce que vous avez, quand elle a débuté, est-ce qu'elle avait un don particulier? Est-ce qu'elle travaillait de façon particulière? Moi, je suis fasciné par le succès d'Angèle. Mais nous le sommes tous, mais non, moi je ne me l'explique absolument pas. Je n'ai pas du tout vu, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Elle a joué pendant 1 an et demi avec moi, Angèle. Elle était ma claviériste, avant de sortir son premier 45 tours. Et un jour, nous avons joué un concert, et les gens c'était une soirée pour des scouts. Les scouts étaient au bout de la salle, il y en avait quelques-uns devant qui regardaient mon concert, on va dire de manière... très très peu intéressé. Et puis ma fille est montée sur scène et j'ai vu arriver tout le monde. Et ils se sont tous mis devant elle. Ils la regardaient avec la langue par terre et elle s'est mise à chanter. Elle faisait que les chœurs, mais elle avait une espèce, je sais pas moi, de charisme. Il y a un truc, mais que je n'ai pas mesuré à l'époque. Je me suis dit, wow, c'est du hasard. Ils viennent parce que c'est une jeune fille et que c'est la fille du chanteur et donc ils viennent. Mais non, en fait, il s'est passé quelque chose ce jour-là, mais que je n'ai pas mesuré du tout, que je n'ai pas pu comprendre. C'était impossible. C'était quelque chose de l'ordre de la... Je sais pas, c'est quelque chose que je n'ai pas pigé. Après 1 an et demi, elle a décidé d'arrêter de jouer avec son papa. Et elle m'a dit, voilà, je voudrais me lancer. Je dis, mais t'as une chanson, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais en écrire d'autres. Et voilà. Et à partir de là... je ne m'explique plus rien. Ouais. En même temps, quand on voit ces interviews, elle n'a pas changé moralement, elle n'a pas pris la grosse tête, elle est d'une simplicité totale. Elle est d'une simplicité totale et elle s'est avérée être très, très, très intelligente aussi. Et c'est une bosseuse. On est tous des bosseurs dans la famille. Et elle a quelque chose de... Oui, il y a une intelligence qui vient pas de moi, en tout cas, ça je peux vous le dire, voilà. Non, mais il y a une chose étonnante. Moi, un jour, on m'a expliqué, c'est Paul Misraki, grand compositeur, qui m'a expliqué qu'un artiste avait une lumière ou non. Maurice Chevalier, à 80 ans, vous avez raison. Il arrivait sur scène, il y avait une lumière. Oui. D'autres qui avaient 20 ans n'avaient pas de lumière. C'est toute la différence. Mais je crois que vous avez raison. Et ça rejoint ce qu'a dit. On est très amis avec un humoriste belge qui s'appelle Guillermo Guise, oui, et qui disait que on sent qu'Angèle est faite pour le succès. Et je crois que c'est vrai. Et nous ne sommes pas tous faits pour le succès, et sûrement pas pour un succès pareil. Je crois qu'il y a une hiérarchie, et on a beau faire ce qu'on veut, on va arriver jusqu'à un certain point. Ce point-là, pour nous, va peut-être être suffisant, mais il y en a d'autres qui vont arriver beaucoup plus haut, et on ne s'explique pas pourquoi eux et pas nous. Voilà. Alors, vous aussi, vous avez eu des succès. L'un des premiers, c'est celui-ci. L'appétit vient en mangeant. La fortune. L'idiomatique. Oui. Chanson à titre insensé. Tout à fait. Mais en fait, c'est une idée, je ne sais pas comment je l'ai eue, mais après l'avoir chantée, j'ai découvert que Jacques Dutronc avait fait une chanson qui s'appelait Les Proverbes. Exactement. Et pourtant, je vous assure, je n'en savais rien. Pourtant, j'étais fan de Jacques Dutronc, mais j'avais pas cet album-là. Vous avez fait Les Cactus aussi. Ouais, c'était un hommage à Jacques Dutronc, ça s'appelait Les Cactus, ouais. Et Les Cactus avaient eu un grand succès parce que en pleine Assemblée nationale, Georges Pompidou, qui était Premier ministre, avait parlé des cactus. Ok. Et ça avait lancé la chanson. Ah. C'est comme ça que c'est né. Alors, il se trouve aussi que vous avez rendu un hommage à un artiste français trop longtemps méconnu, et c'est un album assez étonnant. Avez-vous jamais vu un Monte Cristo et Baccarat sur un bateau? Quand père me dit valise, sort le... Mon père est sévère, hommage à Bobby Lapointe. Comment c'est venu ça? C'est une proposition qui m'est venue. J'ai accepté directement parce que ma femme, en plus, était fan de Bobby Lapointe. Moi, je dois bien avouer qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas. Et je vais vous avouer un autre truc, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à chanter cette chanson. Parce que les textes sont écrits
d'une telle manière que je n'arrivais pas à comprendre ce que je chantais. Il y a tellement de manières de le lire, c'est tellement complexe que pour moi, c'était complètement absurde. Mais on a réussi une chouette version et on a pris beaucoup de plaisir d'ajouter de l'accordéon dans cette chanson où à la base il n'y en avait pas. Voilà. Mais il se trouve que, effectivement, Bobby Lapointe, de son vivant, n'avait aucun succès. Aujourd'hui, il est culte. Il faisait des concerts dans un petit théâtre de cabaret, le Cheval d'Or. Et comme à Paris, oui. Et comme il était très traqueur, il oubliait ses paroles en scène. Et c'est le public qui lui soufflait. Oh, quand il y avait du public, parce que des fois il y avait 10 personnes, et un jour il est rentré sur scène habillé en homme grenouille, personne ne l'a remarqué. C'était des fous, des fous. Et puis il y a une autre chanson aussi, vous l'avez évoquée, dont vous avez fait une nouvelle version. Avec les Négresses Vertes, Accouplées, qui a été une de vos premières chansons, nouvelle version en 2020. Oui, parce que pour deux raisons. Parce que j'étais fan des Négresses Vertes et que quelque part, cette chanson, quand je l'ai composée, elle avait été... J'étais sous l'influence des Négresses Vertes. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de les rencontrer au cours d'un festival en Belgique, alors que ma fille jouait à la même affiche qu'eux, j'ai été me présenter, on a discuté un petit peu, et puis ils m'ont dit qu'ils connaissaient ma chanson. Et ça, c'est quand même magique parce que tu vois, t'as des gens que t'as portés comme ça au nu et qui te disent « Ah, mais nous, on est fans de ta chanson ». Et puis, j'ai eu l'idée de leur dire « Mais si vous voulez, on pourrait la refaire ensemble ». Et puis, ils ont dit « Top là », on l'a faite et ça a donné ça. Voilà, ça donnait ça. Et puis maintenant, il y a une nouvelle chanson qu'on va évoquer à travers la date du 7 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Marca. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Marca, mon invité. On a évoqué votre long parcours, on a évoqué votre famille et on revient à vous avec le 7 mars 2025, un nouvel album, Appelez-moi Serge, même si dans cet album vous parlez d'Orelsan, comme le dit Orelsan. Oh, comme le dit Orelsan, tout va bien. L'avenir est précis, je suis serein, on verra demain. Faut rester actif, faut garder un sens à sa vie, c'est impératif. Alors le sens de la vie, effectivement, c'est vous. Pourquoi cette chanson d'abord ? Ben parce que, comme vous le disiez, je fais de la musique depuis longtemps et que je continue quelque part envers et contre tout et que je me rends compte que la meilleure manière de bien vieillir, c'est d'être actif, de se bouger. Je vais avoir 64 ans au mois de mai. Tous les gars qui ont commencé en même temps que moi, à l'exception peut-être d'un chanteur, ont arrêté. Pour mille et une raisons. Moi, j'ai envie de continuer. Il faut continuer. Il faut continuer à se faire plaisir et en tout cas à faire du live parce que c'est magique, ça me tient en forme. Moi, c'est comme un sport. Donc voilà, j'ai écrit cette chanson-là où je dis qu'un jour n'est pas l'autre, que c'est pas évident, qu'il y a des fois on se lève, on a du mal, mais on le fait quand même. Et puis... voilà, quelque part aussi dans le refrain, quand je dis « on verra demain », c'est la même chose, c'est valable pour ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on a vu avec le président des États-Unis qui a reçu Zelensky, on ne sait pas de quoi demain est fait, il faut qu'on continue à vivre, il ne faut pas qu'on se laisse trop avoir par toute cette merde, il faut qu'on positive le plus possible et qu'on choisisse notre vie, nous, et de la mener à bien. Alors, le titre de cet album, c'est Appelez-moi Serge, parce que c'est un album presque autobiographique où vous évoquez qui vous êtes de façon très, très intime, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Non, peut-être que c'était le moment. J'ai perdu ma maman l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et puis, je lui ai dédié 2 chansons. Une chanson qui s'appelle Ma mère, oh ma mère, et puis une autre chanson qui s'appelle Pour elle, où j'ai mis elle au pluriel, parce que ma mère, en fait, était une femme qui était une femme battue. Voilà. Donc, j'ai voulu en parler dans une chanson. J'en parle aussi dans un livre parce qu'au moment où sortira le CD Appelez-moi Serge, il y a un livre qui s'appelle Appelez-moi Serge aussi et qui est un complément d'information pour toutes les chansons que j'ai écrites dans cet album. Et j'ai voulu rendre hommage à ma maman et moi. On a toujours eu du mal à bien s'entendre parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été élevé par mes grands-parents et je ne l'ai peut-être pas assez considérée comme ma maman. Ça a toujours été un petit peu difficile, mais en même temps, j'ai trouvé qu'elle était
une féministe incroyable. Elle a réussi à quitter mon père, à partir et à sortir de cet enfer qui était le sien, plus le sien que le mien d'ailleurs, parce que j'ai pas vu grand-chose, et tant mieux. Mais voilà, j'ai voulu lui rendre hommage dans cette chanson, et c'est pour ça que j'ai appelé cet album Serge, parce qu'il n'y a que le petit Serge qui peut lui rendre hommage. Marca, pour ma maman, ça voulait rien dire. Elle m'a mise au monde il y a bien longtemps. Elle s'est faite pour moi pas mal de cheveux blancs. Elle aurait voulu que j'ai une vie peinard. Malheureusement, je préférais la guitare. Ah là, c'est vraiment autobiographique. C'est autobiographique. C'est une chanson que j'ai écrite avec Riton Liebman, Oui. encore une fois. Ouais. Alors, il y a une autre chanson qui compense ce malheur que vous évoquez, c'est Heureux. Pourquoi cette chanson? Encore une fois, c'est Riton Liebman. Oui. Pourquoi cette chanson? Tout simplement parce que c'est vrai que ça rejoint encore une fois ce positivisme où on peut se rendre compte que notre vie, elle est longue. Ça fait 64 ans que je suis sur Terre. J'essaye de mener à bien ma vie de père dans un premier temps, de chanteur et tout ça. Tous les jours, c'est pas facile, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Et je trouve que quand on dit quand on dit que je suis heureux, il faudrait écouter le texte. Oui. Vous pourriez la passer peut-être? Ce serait le plus simple. On va de passer écouter un petit extrait. bout. Il y a des fois, je suis heureux. Pas tous les jours, mais je fais ce que je peux. Il y a des fois où je m'en fous. Et quand je m'en fous, c'est plus doux. Le seul mantra qui vaille le coup me dit après tout, je m'en fous. Voilà, vous en J'aime foutez. bien C'est une ma façon vie. de vivre sa vie dans son univers et en pensant aux siens et pas aux autres. Sa vie. Je sais pas si c'est en tout cas sa vie, on doit la vivre. Oui. Donc autant de temps en temps relativiser et se foutre de certaines. On est obligé de s'en foutre de certaines choses pour pouvoir passer à travers tout. Voilà. Sinon, on n'en sortira pas indemne. En considérant toujours qu'il y a de l'humour. Bah oui, puisque je suis belge. Ouais. Ça va de soi. non, mais c'est vrai que l'humour, au milieu de toutes vos épreuves, vous en avez eu, a toujours été très important. Oui, c'est ce qui m'a aidé à tenir le coup, je crois. Voilà. Peut-être que j'ai fait trop d'humour. Peut-être que je me suis pas assez pris au sérieux. Je sais, par exemple, que j'ai manqué d'ambition. Oui. Je crois que mes enfants ont plus d'ambition que moi. Mais peut-être qu'ils ont appris en voyant leur père que je manquais d'ambition et se sont dit, si je veux faire ce métier, je dois en avoir plus. Donc, quelque part, je leur ai insufflé une ambition. Et puis, on comprend Peut-être. on comprend à travers cet album aussi que vous aviez des angoisses, une certaine fragilité. Bon, qui n'en a pas. Oui, mais vous ne le montrez pas. Je ne le montre pas. Avant, vous ne le montriez pas. Ah non, ben non, on va pas tout montrer. Hein. Mais c'est vrai que cette fragilité, ces angoisses, ça vous a posé des problèmes. Vous l'évoquez dans cet album. Oui, probablement que ça m'a. Oui. Vous savez, oui. Là, on a besoin de beaucoup de temps pour en parler. Ouais, j'ai appris à me découvrir. Vous savez, je viens d'un milieu compliqué. De l'autre côté de Bruxelles, on dit chez nous, il y a le canal qui passe et qui coupe la ville en deux. Moi, je viens du Nord. Le Nord, c'était pas cool, quoi. Donc, quand j'ai commencé à devenir un artiste, j'étais dans le Sud parce que les artistes étaient là. J'ai découvert d'autres gens avec une autre qui avaient eu une autre éducation. J'ai dû m'y faire. J'ai dû réapprendre certains codes et tout ça. Oui, mais enfin, je suis pas le seul. Hein. On a des milliers. En même temps, il y a les codes des maisons de disques, les codes de ce métier que vous avez découvert qui sont pas toujours faciles à saisir. Non, ils sont pas faciles, en effet. Non, pas du tout. Ils ont évolué pas très bien en plus. Ouais, ils ont évolué, voilà, je crois que c'est pas à moi de dire s'ils ont bien évolué, mais vous voulez me faire dire quoi? Non, en parce que je pense aujourd'hui, Charles Trenet disait comment peut-on être directeur et artistique. Vous êtes un artiste qui travaillait dans votre univers et c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, Marca. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de directeur artistique. Voilà. Parce que je crois que vous savez, c'est un métier de jeune, hein, la musique. Ah oui, non. Je veux dire, la musique qui passe en radio, on passe des jeunes, on passe pas de vieux, ou très très peu. Et donc, nous, si on veut continuer à faire de la musique pour essayer de passer en radio, faut être patient, hein. Faut être patient pour avoir un créneau. Donc, on fait notre métier sur la scène et on le fait en interview avec vous. Et je tiens à vous remercier de me recevoir et de passer 1 heure avec vous. C'est un moment magique, mais c'est rare. Oui, je tiens à vous le dire. Mais merci, mais surtout, ce qu'il y a dans tout ce que vous faites, il y a une sincérité, une fraîcheur, Marca, que vous avez conservée au fil des années.
Mais je suis très content de vous l'entendre dire, mais je vais pas en parler moi-même. Ouais. Je vais plutôt prendre vos paroles et les boire. Vous êtes un artisan finalement. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que le premier artisan dans ce métier, c'était Henri Salvador, qui est le premier à avoir créé un label, les disques rigolos, parce qu'il ne voulait plus entendre parler des maisons de disques. Et vous avez, vous aussi, travaillé en circuit court. Tout à fait. J'ai voulu, après m'être fait virer de chez Columbia en 99, j'ai créé mon propre label et je suis en autoproduction depuis tout ce temps-là, oui. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Mais je ne savais pas que Monsieur Salvador avait fait ça. Ah, le premier. Ah ben, merci pour l'info. Eh bien, autre chanson de cet album, Appelez-moi Serge, c'est Reine et Roi. Dans nos vies noires et blancs pour injecter de la couleur, j'avais tous les atouts, trêve, picaro et cœur. Tu sentais la vanille, on rêvait de manie, de fonder une famille d'une fille nommée Camille. T'étais reine. Ça aussi, il y a un côté nostalgique dans cette chanson, Marca. Bah, elle est magnifiquement écrite, c'est MC Solar qui l'a écrite, c'est la suite de l'histoire de Caroline, c'est un cadeau magnifique qu'il m'a fait et j'ai voulu la rechanter parce qu'elle est sortie sur un album en 2002, mais un album qui était sorti chez une firme de disques française, un cas qui malheureusement a fait faillite au moment où mon album est sorti. Donc elle était quelque part passée inaperçue, j'ai voulu la rechanter. Et j'ai beaucoup de plaisir. Pendant toutes ces années, j'ai chanté naturellement la version Caroline d'MC Solar avec beaucoup de plaisir. Mais là, maintenant, j'avais envie de remettre cette chanson-là au goût du jour. Et j'aurais secrètement aimé que Claude la chante avec moi. Mais il n'était pas libre, il était en promo, il avait sorti un album, c'était pas possible. Mais voilà, le cadeau, il est là. Je suis un des rares quand même qui puisse dire qu'il a écrit une chanson avec MC Solar. Exactement. Donc je lui suis vraiment très reconnaissant. Il faut savoir qu'MC Solar fait une carrière internationale et il y a une photo culte où on le voit devant le Kremlin en train de chanter à Moscou et derrière lui, tout petit dans un coin, il y a un débutant qui est Booba. C'est vrai? Oui, exactement, cette photo existe. Ah, ok. Autre chanson de ce nouvel album, Appelez-moi Serge, Les Roses. Y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Puis vient le temps des roses pour aller de l'avant. Un jour tout s'éclaircit, les doutes, les mensonges qui hantent tes nuits descendent. Alors là, c'est vraiment un message positif, aller de l'avant. Car finalement, vous continuez à aller de l'avant, Marca. Oui, c'est une chanson que j'ai faite en pensant à la fois à mon fils et puis aussi à Thierry Robrecht, qui est mon parolier avec lequel j'ai écrit l'essentiel de mes chansons. Ici, c'est moi qui ai écrit les paroles et j'avais envie de leur rendre un hommage par rapport à des moments un petit peu difficiles pour eux. Thierry a eu un double AVC, sa vie en est complètement bouleversée depuis lors. Et donc voilà, c'est des chansons que je dédie à des êtres qui me sont chers. Et où j'espère les gens vont pouvoir se retrouver et que j'espère qu'elle est comment dire, pleine d'humanité et qu'elle va parler à beaucoup de monde. J'en suis convaincu, comme cette chanson qui évoque votre passé et votre vie. J'en ai vu, j'en ai connu, entendu, jusqu'à plus, à se répéter, à s'écouter parler, à se pavaner. Ça aussi, c'est un bilan de l'homme qui a observé la société. Tout à fait. J'étais assis à la terrasse d'un restaurant. Il y avait un type qui parlait, mais pour toute l'assemblée, et qui avait réponse à tout. Et il m'énervait. J'avais juste envie de lui dire, mais tais-toi, quoi. Et plutôt que de lui dire, j'ai pris des notes et j'ai commencé à écrire cette chanson. Voilà. C'est vrai que vous observez beaucoup le monde qui vous entoure. Oui, parce que le monde, il est magnifique et que les gens sont capables de dire des trucs incroyables, souvent très drôles. Ils disent beaucoup de bêtises et parfois des méchancetés, mais parfois c'est très drôle aussi. Et ça, vous le notez pour d'autres chansons, parce que cet album, c'est un nouvel album, vous n'allez pas vous arrêter là. D'abord, il y a une tournée qui est prévue. Il y a le Club de l'Étoile à Paris le 10 avril et une tournée en France et en Belgique. Vous faites bien de le spécifier. Je jouerai en effet au Jazz Club Étoile à Paris le 10 avril et je serai aussi au Poinçonnet, qui est un petit village au sud de Paris,
le Poinçonnet, et ça c'est vers le 24 ou le 25 avril. Et la tournée ensuite en Belgique et en France, parce que vous n'allez pas vous arrêter de tourner. Ah non, jamais de la vie. Moi je veux mourir sur scène. Le plus tard possible, parce que vous allez continuer. Oui, je vais continuer. J'espère qu'on se reverra. Pour votre prochain album. Vous avez une énergie, quel est le secret de votre énergie? Ah, j'en sais rien. J'ai beaucoup d'énergie, c'est vrai. Vous savez, pour soi, ça va, mais pour les autres, c'est pas toujours facile. Hein. C'est-à-dire ça veut dire que quand on a beaucoup d'énergie, les gens qui sont à côté, parfois, ils doivent vous endurer. Et donc, c'est vrai que je crois que je dois être, comme on dit, là, hyperactif. Et donc, j'ai besoin de m'occuper l'esprit et parfois, j'arrache la tête des autres, malheureusement. Oui, mais en même temps, les autres sont très heureux de vous se écouter, faire arracher la tête et de vous suivre surtout. J'espère, oui. En tout cas, conserver cette énergie, cet humour et cette observation de la vie, et avec cet album Appelez-moi Serge, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Oh, je vous remercie grandement. Merci Marca, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.